Beaucoup pensent que Warren Buffett vend Apple pour éviter une hausse de 21% de l'impôt sur les plus-values. Mais cela ne correspond pas à son historique d'investisseur à long terme. Il ne vend pas par panique. Autre chose le motive. Il accumule des liquidités et se tourne massivement vers les bons du trésor américain à court terme, à une échelle rarement vue dans son portefeuille. Ce mouvement survient souvent quand des fissures économiques commencent à apparaître, avant d'être visibles. Parce que quand Buffett cesse de détenir, il ne réagit pas aux gros titres. Il réagit à ce qui va arriver ensuite. À la clôture du premier trimestre 2026, la société de portefeuille de Warren Buffett, Berkshire Hathaway, détenait une réserve de liquidité record. Ce montant s'élevait à 397,4 milliards de dollars. Pas des actions, pas des entreprises, juste des liquidités et des titres d'État, ne faisant rien d'autre qu'attendre. C'est plus que la production annuelle de pays comme la Finlande, le Portugal ou le Chili, et cette somme rivalise avec la valeur de grandes entreprises mondiales. Et ce montant n'est pas apparu soudainement. Entre 2023 et 2024, Berkshire a vendu pour un total net de 172,9 milliards de dollars en actions, dont environ 134 milliards de dollars rien qu'en 2024. C'était la plus grande vague de ventes de l'histoire de l'entreprise. Alors que les marchés atteignaient des sommets historiques, Buffett faisait l'inverse. Il vendait chaque trimestre, sans jamais s'arrêter. Au premier trimestre 2026, la société a encore vendu pour un montant net de 8,1 milliards de dollars. Après le marché baissier de 2022, les 2 années suivantes n'étaient pas censées inquiéter. 2023 et 2024 sont devenues 2 des années les plus fortes pour les actions américaines depuis des décennies. Les marchés ont grimpé, les portefeuilles se sont redressés, et il semblait que la seule erreur était d'être hors marché. Pendant ce temps, Warren Buffett a constitué une importante réserve de trésorerie, qui a plus que doublé. Les gens auraient dû y prêter attention. Les émissions économiques parlent de planification fiscale intelligente. Un homme prudent réduit ses impôts avant la hausse des taux. Pourtant, cela contredit le passé de Warren Buffett. En 1986, le taux d'imposition des sociétés devait passer de 28% à 34%. Cela aurait dû déclencher une vente massive si les impôts avaient réellement influencé ses choix. Il a conservé ses principales participations et, pendant 60 ans, il a fait fortune en restant immobile. Les règles fiscales ne l'ont jamais poussé à vendre une action à laquelle il croyait. Buffett affirme que sa durée de détention idéale est pour toujours. Il vend rarement une excellente entreprise, comme Coca-Cola le montre. Il l'a gardée des décennies, traversant prospérité et crise, sans jamais la vendre, même pour éviter une note fiscale. On devrait croire qu'il a vendu ses actions Apple juste pour économiser quelques centimes d'impôts. Buffett n'a pas juste réduit son portefeuille, il a diminué sa position dans Apple, passant de près de la moitié à environ 1/5 des actions chez Berkshire, puis a fait quelque chose d'encore plus surprenant. Le 1er janvier 2026, il a quitté son poste de patron de Berkshire Hathaway et a confié le contrôle quotidien à Greg Abel, tout en restant président du conseil. Le moment choisi était important. La réserve de liquidité était déjà prête et les principales ventes réalisées avant la transition. La première décision d'Abel en tant que dirigeant, il a continué de vendre. Rien n'a changé. Qu'est-ce que Buffett voit à l'horizon que nous ne voyons pas ? Il n'y a eu que quelques moments dans la carrière de Buffett où il s'est presque complètement retiré des actions. L'un d'eux était en 1969. Les marchés étaient en effervescence, portés par les Nifty 50, des noms prestigieux comme Polaroid, Xerox et Avon, alors vus comme des gagnants certains. Buffett a pris du recul et estimé qu'il n'y avait plus rien qui valait la peine d'être acheté. Alors il a fait l'impensable. Il a fermé sa société d'investissement et a rendu l'argent à ses propres investisseurs. Il est tout simplement parti. Ce qui s'est passé ensuite lui a donné raison. En 1973, cette bulle a éclaté et un marché baissier brutal a effacé des années de gains. Les grands noms ont été massacrés. Polaroid a chuté d'environ 91% par rapport à son sommet. Avon a chuté d'environ 86% et Xerox a perdu presque 71%. Ce n'étaient pas des entreprises obscures ou de mauvaise qualité, c'étaient certains des noms les plus respectés du marché à l'époque. Une excellente entreprise n'est pas forcément une excellente action. Buffett s'en est rendu compte des années avant tout le monde. 30 ans plus tard, il a fait une version plus modérée de la même chose. En 1999, la folie des dot-com battait son plein. Des entreprises sans bénéfices étaient valorisées à des milliards. Pets.com est devenu un nom connu, plus pour sa publicité que pour son modèle économique. Alors que le marché célébrait cette nouvelle ère, Buffett s'y est opposé publiquement, avertissant que les rendements spéculatifs ne dureraient pas. Il n'a pas cédé à l'engouement. Il pensait que le marché était si surévalué que les rendements allaient stagner. Quelques mois plus tard, le Nasdaq a perdu près des 3/4 de sa valeur. Pets.com est tombé directement à zéro. L'action Microsoft a chuté de 50% en un an. Il a fallu 17 longues années pour remonter la pente. Intel a fait encore pire. Ce qui relie ces deux moments, ce n'est pas la chance. Lorsqu'il s'est retiré en 1969, son raisonnement était simple. Il ne trouvait rien qui valait la peine d'être acheté à un prix raisonnable.
Il n'a pas prédit le krach. Il a seulement constaté l'écart entre la valeur réelle des entreprises et le prix payé, sans prévoir la tempête. Il observe seulement l'écart entre prix et valeur, et ne se retire que lorsque cet écart devient trop grand. 2 fois, il s'est éloigné. C'est quelque chose qu'il n'a presque jamais fait. Ajoutez maintenant début 2026 à cela. La valeur totale du marché boursier américain par rapport à l'économie réelle atteint à nouveau des niveaux historiquement élevés. Pour certains critères, cela égale les sommets précédents. Pour d'autres, cela les dépasse. Buffett a même un nom pour cela, l'indicateur Buffett. Il compare la valeur de toutes les actions à la taille de l'économie. Il dit que si la ligne de danger s'approche des 200%, vous jouez avec le feu. Elle a atteint ce niveau en 1999, juste avant le krach. Début 2026, elle y est de retour. Le marché est maintenant dominé par une poignée de géants de la technologie, connus sous le nom des 7 magnifiques. Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Meta et Tesla. Parfois, ces 7 noms à eux seuls représentaient un tiers de l'ensemble du S&P 500. Ce niveau de concentration signifie qu'un petit groupe d'actions porte une grande partie de la performance du marché. Voici une question. Si 2 personnes investissent la même somme, pourquoi l'une réussit-elle souvent mieux? Ce n'est pas une question de chance. Tout commence par 2 mythes, auxquels des millions d'investisseurs croient encore. Démystifions-les avec le sponsor d'aujourd'hui, Mintos. Mythe numéro 1. Les actions sont le seul moyen de faire croître régulièrement votre épargne. Eh bien, les actions sont volatiles. Le S&P 500 américain connaît de fortes baisses chaque année. Et en 2025, il a chuté de près de 19% avant de se redresser. Cela peut être stressant et amener de nombreux investisseurs à faire des erreurs coûteuses, sous le coup de l'émotion. Mythe numéro 2. Les actifs à revenus fixes sont compliqués. Ils ne sont pas destinés aux investisseurs ordinaires. En réalité, investir dans le revenu fixe est plus simple que vous ne le pensez. Le marché européen de l'investissement alternatif pour les particuliers a presque doublé en seulement 5 ans. C'est là que Mintos entre en jeu. Mintos est une plateforme facile à utiliser qui vous permet d'investir dans des prêts, des obligations et de l'immobilier en seulement quelques clics. L'objectif est simple. Gagnez un revenu régulier sans dépendre des hauts et des bas du marché boursier et répartissez les risques. Les prêts sur Mintos ont offert un rendement net annuel moyen de 8,8% depuis 2015, ce qui est supérieur à un compte d'épargne. Mintos a été fondé en 2014 et compte plus de 700 000 investisseurs à travers l'Europe, gérant plus de 800 millions d'euros d'actifs pour les investisseurs. Investissez dès 50 € avec une gestion automatisée ou gardez le contrôle total. Pour recevoir un bonus de bienvenue exclusif, scannez le code QR ou cliquez sur le lien dans la description. Voilà, c'est fait. 2 mythes sur l'investissement ont été démystifiés. Investissez dès aujourd'hui avec Mintos. Un schéma similaire en 1969, pendant l'ère du Nifty 50. Pour Buffett, il s'agit moins de prédire que de reconnaître un schéma. Parce que lorsque la même structure réapparaît, ce n'est généralement pas un hasard. Pendant des années, Apple était le favori intouchable de Buffett, la seule entreprise technologique qu'il disait vraiment comprendre. Puis il a massivement réduit sa position. Entre 2022 et 2024, les ventes d'Apple ont augmenté d'environ 1,5% par an. Une entreprise prospère, absolument, mais pas une entreprise à forte croissance. En même temps, l'action continue de grimper. En 2024, les investisseurs payaient plus de 30 fois les bénéfices annuels de l'entreprise pour détenir l'action, alors que l'action surpassait largement ses résultats réels. La croissance d'Apple a effectivement repris plus tard, lorsque les nouveaux cycles d'iPhone ont stimulé les ventes en 2025 et 2026. Mais le timing est crucial. Au moment où la croissance est revenue, le prix avait déjà pris une avance considérable. C'est ce que Warren Buffett recherche. Il sait mieux que la plupart ce qui va arriver. Une excellente entreprise peut croître et augmenter ses bénéfices chaque année, mais son action peut malgré tout chuter. Pourquoi ? Parce que le prix anticipait un avenir qui n'est jamais arrivé. Il ne vendait pas parce qu'Apple était une mauvaise entreprise. Il vendait parce que l'action et l'entreprise racontaient 2 histoires différentes. Warren Buffett a dû choisir quelle histoire croire. Mais Apple n'était pas la seule. Les grandes entreprises technologiques ont investi plus de 200 milliards de dollars dans des équipements d'IA en 2024. Microsoft, Google, Amazon et Meta ont mené la charge, construisant des centres de données et achetant massivement des puces Nvidia. C'était une course aux armements rarement vue. Et le retour sur investissement, le véritable profit généré par les produits d'IA, Goldman Sachs a étudié la question en profondeur, et ils ont constaté qu'il était douloureusement mince. OpenAI est l'exemple emblématique de la vague d'IA. Le monde la voit comme une machine à cash, mais ces chiffres révèlent une réalité plus sombre. Elle génère des milliards de revenus, mais perd encore plus. Pour chaque dollar qu'elle gagne, elle en dépense 1,25 $. Et l'argent circule entre ces géants dans un étrange cercle. Nvidia injecte des milliards dans OpenAI,
OpenAI utilise cet argent pour acheter des puces Nvidia. Microsoft verse aussi des milliards, dont une partie en crédit pour son service cloud. L'argent sort d'une poche pour entrer dans une autre. Aucun vrai client extérieur n'est nécessaire pour dégager des bénéfices. L'argent circule juste entre géants, donnant l'illusion d'un écosystème prospère. Il s'agit simplement d'un cercle fermé d'entreprises qui s'échangent de l'argent. À la fin des années 1990, la bulle Internet a conduit à l'installation massive de câbles à fibre optique dans tout le pays. Les entreprises pensaient que la demande Internet exploserait du jour au lendemain, mais pas assez vite. La majorité des câbles est restée inutilisée des années, entraînant la faillite de nombreuses sociétés. Charlie Munger, associé de Buffett, avait exprimé des propos similaires sur la frénésie autour de l'IA avant sa mort. Dans ses dernières interviews, il a dénoncé l'engouement, le qualifiant de folie et le comparant au pari débridé sur les crypto-monnaies. Il a passé ces derniers jours à mettre en garde tous ceux qui voulaient bien écouter. La tech déploie à nouveau de la fibre noire, mais plus vite. Qu'est-ce qui va arrêter cela cette fois ? Les avertissements ne sont jamais venus du marché boursier. Ils étaient sur le marché de l'emploi, et les ventes de Buffett coïncidaient presque parfaitement. Claudia Saum, ex-économiste de la Réserve fédérale, a créé un des systèmes d'alerte de récession les plus simples. Il ne surveille qu'une seule chose, le chômage. Plus précisément, il recherche un changement très particulier dans le taux de chômage, qui s'est toujours manifesté lorsque l'économie commence à se détériorer. La règle est simple. Il suit la moyenne sur 3 mois du chômage et la compare au point le plus bas de l'année écoulée. Quand la moyenne monte d'un demi-point au-dessus du niveau le plus bas, cela signale qu'une récession a sans doute déjà débuté. Sur 11 récessions depuis 1950, cette alerte a toujours été déclenchée. En août 2024, l'alerte a de nouveau franchi son seuil. La valeur a atteint 0,53 points au-dessus du point bas. Les principales ventes de Buffett chez Apple et Bank of America ne se sont pas concentrées exactement sur la même période. Il a réduit sa participation dans Apple de près de 50% entre avril et juin 2024. Les liquidations de Bank of America ont suivi de juillet à septembre, lorsque la ligne rouge a été franchie. À ce moment précis, l'investisseur le plus prudent au monde a pris la porte de sortie. La même alerte sur l'emploi a retenti en 2001, 16 mois après l'éclatement de la bulle Internet en 2000. Elle a retenti à nouveau quelques mois après le grand crack de 2008, et encore une fois après le choc de 2020. Chaque fois qu'elle a retenti avant que les chiffres officiels ne rattrapent la réalité, les cours des actions peuvent rester déconnectés de la réalité pendant des années. Ils peuvent augmenter grâce à l'optimisme, à l'élan et à la croyance que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. L'embauche, c'est différent. Quand de vraies entreprises suppriment des emplois, c'est qu'un profond changement s'est produit. La règle de Sam s'est déclenchée en 2024, mais la récession tant redoutée n'est jamais vraiment venue. La Réserve fédérale a baissé les taux, l'embauche s'est stabilisée et l'économie s'est rapprochée d'un atterrissage en douceur. Début 2026, l'indicateur était revenu à des niveaux normaux. Même Sam mettait en garde contre le fait de le voir comme une boule de cristal. Elle affirmait que le marché du travail post-pandémique pourrait ne pas suivre les schémas des cycles précédents en raison de son caractère inhabituel. Si ce n'était qu'un pari sur une récession à court terme, c'était le moment pour lui de revenir en force. Il aurait pu admettre que son timing était prématuré et racheter sur un marché qui lui avait donné tort. Au lieu de cela, il a fait le contraire. La réserve de liquidité de Berkshire Hathaway a atteint un record, bien après la fin supposée de la peur. Cela en dit long, alors que le marché agissait comme si le danger était passé. Buffett agissait comme si le danger n'était pas encore arrivé. Buffett était censé avoir un lien sacré avec la Bank of America. En 2011, l'institution était en pleine hémorragie. Buffett a apporté une bouée de sauvetage de 5 milliards de dollars et affiché sa confiance, stabilisant la banque. Il fut son chevalier blanc. Il a commencé à réduire sa participation en juillet 2024 et a poursuivi jusqu'en 2026. Un actif appelé obligation, détenu jusqu'à l'échéance, figure dans les rapports de la banque. La banque les a achetés quand les taux étaient proches de zéro, pensant les garder longtemps. Ensuite, les taux ont fortement augmenté et la valeur de ces obligations à faible taux a chuté, causant d'importants dégâts. En 2023, la Bank of America affichait plus de 100 milliards de dollars de pertes latentes. Au plus haut, cela a dépassé 130 milliards. Imaginez que vous achetez une maison au sommet de la bulle et que vous obtenez un prêt hypothécaire bon marché. Ensuite, les taux d'intérêt doublent et le marché immobilier s'effondre. Votre maison vaut soudainement bien moins que le prix payé. Impossible de vendre sans subir une perte qui vous ruinerait. Vous patientez donc. Vous possédez un bien qui se déprécie en silence et espérez un rebond du marché. C'est le piège de garder jusqu'à l'échéance. Ce trou noir de 100 milliards de dollars représentait près de 7 fois la perte qui a causé la faillite de la Silicon Valley Bank en 2023. La banque a disparu en quelques jours. Au moment où les déposants ont compris le danger, la pression sur la Bank of America n'a pas disparu. Elle a persisté. Cela ne concerne pas une seule banque. C'est une menace pour tout le système.
La plupart des grands prêteurs américains ont accumulé les mêmes obligations à faible taux durant les années d'argent bon marché, comme JP Morgan et les banques régionales. Ils sont désormais tous confrontés aux mêmes pertes cachées. Ces pertes ne sont pas fatales. Une banque peut attendre l'échéance des obligations pour récupérer leur pleine valeur. Les banques ne contrôlent pas quand les déposants veulent récupérer leur argent. Si les retraits s'accumulent, attendre n'est plus possible. Les obligations doivent être vendues, rendant les pertes réelles. La Silicon Valley Bank a montré la rapidité de cette spirale mortelle. Cela a pris quelques jours. Warren Buffett connaît les banques mieux que presque tout le monde. Il a sauvé la Bank of America avec son argent, anticipé la suite, puis s'est retiré. Pendant 2 ans, tout le monde a surveillé la courbe des taux inversés. Les obligations à court terme rapportaient plus que celles à long terme, un schéma précédant presque toutes les récessions récentes. Mais l'inversion n'est souvent qu'un avertissement. Les vrais problèmes surviennent quand la courbe se redresse et que l'économie rejoint ce que le marché obligataire annonçait. Voyez cela comme un système d'alerte sismique. L'inversion est la première secousse, ce grondement qui signale une pression croissante. Tout se prépare pendant le grondement, mais les vrais dégâts, qui détruisent les bâtiments, surviennent quand les secousses cessent et que le sol se stabilise brusquement. Cette stabilisation, c'est la désinversion. La courbe américaine est entrée exactement dans cette phase à la fin de 2024, revenant progressivement à la normale tout au long de 2025 et jusqu'en 2026. L'inversion record de 2022 et 2023 a maintenant commencé à se résorber. C'est la même séquence qui est apparue avant les récessions de 2000 et 2008. Pas parce qu'une courbe désinversée est dangereuse en soi. C'est dangereux à cause de ce qui provoque habituellement cette désinversion. La courbe se normalise lorsque la Réserve fédérale commence à baisser les taux, et la Fed n'actionne pas le frein d'urgence quand la route est dégagée. La désinversion n'est pas la cause de la tempête. Cela prouve que ceux qui ont le plus de données jugent la situation grave et voient les fissures apparaître en temps réel. Quand l'alarme cesse, ils pensent que le sol va bouger. L'investisseur ordinaire voit la courbe redevenir normale et se sent soulagé. C'est une bonne nouvelle pour lui. Analysez la chronologie, l'image se précise. L'avertissement sur l'emploi est apparu en 2024, coïncidant avec les plus grosses ventes de Buffett. La courbe des taux se normalisait. Les banques subissaient encore des pertes liées au choc des taux. La réserve de liquidité de Berkshire augmentait chaque trimestre. Chacune de ces choses aurait pu être ignorée séparément, mais ensemble, elles expliquent pourquoi Buffett ne semblait pas croire que les risques étaient écartés. Il vendait. Il augmentait sa trésorerie, même lorsque les marchés étaient au plus haut. Cela importe, car Buffett n'est pas réputé pour prédire les cracks. Il est connu pour refuser de payer aujourd'hui le prix de demain. Et début 2026, il détenait près de 400 milliards de dollars, attendant quelque chose qui, selon lui, valait la peine d'attendre. Maintenant, nous arrivons à l'ultime stratégie de Buffett. À la fin de 2024, les avoirs de Berkshire en bons du trésor avaient atteint environ 288 milliards de dollars. C'était plus de dette publique à court terme que ce que la Réserve fédérale elle-même détenait à ce moment-là. Au premier trimestre de 2026, la réserve totale de liquidité de Berkshire approchait les 400 milliards de dollars. Buffett a passé toute sa carrière à dire aux investisseurs que la trésorerie est un très mauvais placement à long terme. Alors pourquoi se retrouvait-il soudainement avec plus de liquidité que jamais auparavant ? Buffett n'a jamais considéré la trésorerie comme un investissement. Il la considère comme un pouvoir d'achat. Quand les actifs deviennent chers, la trésorerie paraît improductive. Quand les actifs deviennent bon marché, la trésorerie devient très vite précieuse. Il a déjà utilisé cette stratégie auparavant. En 2008, tandis que le système financier manquait de liquidité, Buffett était l'un des rares à pouvoir en offrir. Il a accordé à Goldman Sachs un soutien de 5 milliards de dollars dans des conditions si favorables qu'elles sont étudiées en école de commerce, et a fait de même avec General Electric. Il disposait d'argent liquide et du courage pour l'utiliser. Il n'a pas anticipé le krach de 2008, il y était juste prêt. Aujourd'hui, seule la taille du trésor de guerre change. En 2008, il gérait des dizaines de milliards. Début 2026, la cagnotte avait atteint environ 400 milliards et il l'a accumulé délibérément au sommet d'un marché haussier en pleine effervescence. Il ne l'a pas rassemblé en pleine crise. Il accumulait des liquidités pendant que tout le monde la dépensait. Et puis il a remis à Greg Abel une arme chargée, avec un seul ordre, attendre. Et le passage de relais en lui-même fait partie du message. Un homme convaincu que les beaux jours dureraient toujours ne démissionne pas et ne transforme pas tout en liquidité lors de son dernier acte en tant que patron. Il investit. Mais Buffett voulait protéger Berkshire Hathaway et lui donner une base solide. Il voulait qu'elle tienne debout, peu importe qui aurait les clés lorsque les mauvais jours arriveraient. C'est là tout le génie froid et impitoyable de la chose. Tout le monde voit un homme qui ne participe pas à la fête. Mais ce qu'il a réellement construit était plus simple et plus effrayant. Il l'a construit trimestre après trimestre pendant que tous rejoignaient la fête. Maintenant, Buffett attend que la musique s'arrête.
Alors qu'est-ce que Warren Buffett fait différemment qui le rend si prospère? Découvrez-le dans Voici comment Warren Buffett a gagné 85 milliards de dollars, ou cliquez ici.